Ce site a captivé l'imagination des explorateurs et des scientifiques depuis sa découverte en 1994 par les spéléologues Siderio Reyes et Rory Lane. Le distinctif de cette grotte réside dans l'effet de ces cristaux de calcite, qui conféraient les os humains déposés par les civilisations anciennes une luminosité particulière. Le carbonate de calcium naturel, connu sous le nom de calcite, s'est dissous dans l'eau des grottes et déposé sur les restes, les préservant avec une couche blanche qui les a fusionnés avec le sol. La découverte accidentelle a eu lieu lors d'une expédition le long de la rivière Talga. Les explorateurs ont rencontré une grotte pleine de navires et de restes humains, révélant un trésor archéologique inattendu. Les os humains trouvés dans ces grottes remontent à plus de 900 ans avant le Christ, offrant aux scientifiques une fenêtre unique pour étudier les pratiques culturelles et les conditions de vie des populations anciennes de la région. Ce phénomène géologique exceptionnel, où la nature et l'histoire sont entrelacées, continue d'intriguer des experts, qui continuent d'utiliser la technologie moderne pour explorer les profondeurs de ces grottes. La grotte des crânes brillants illumine non seulement le passé du Honduras, mais met également en lumière les traditions et les croyances qui ont enduré tout au long des siècles. Dans sa lueur mystérieuse, ce site archéologique reste une énigme fascinante qui éveilla la curiosité et l'admiration de ceux qui cherchent à comprendre les secrets du passé. Le feu de l'église de Notre-Dame à Paris a été un événement tragique qui a ému le monde. Le 15 avril 2019, Notre-Dame, considérée comme l'une des églises les plus célèbres et les plus emblématiques du monde, a subi de graves dommages lorsqu'un feu de masse a éclaté et détruit une partie de la structure, y compris le toit. L'incendie a été un défi important pour les pompiers et les autorités françaises, qui ont travaillé dur pour contrôler les flammes et sauver ce qui restait de la structure historique. Malgré les dommages, une grande partie de l'église et de ses trésors pourrait être préservée grâce aux efforts des équipements d'urgence. La restauration de Notre-Dame a commencé peu de temps après l'incendie, avec l'intention de retourner à l'église sa splendeur historique. Des efforts considérables ont été faits pour collecter des fonds et coordonner les travaux de restauration, qui comprenaient la reconstruction du plafond et l'aiguille qui s'est effondrée pendant l'incendie. Au cours de ce processus, 2 cercueils ont été découverts dans l'église, chacun avec des cendres à l'intérieur. On prétend que l'un de ces cercueils appartenait à un grand prêtre appelé Antohan de la Fort et contenait une grande quantité de cheveux. Lors de l'analyse de ces éléments, les scientifiques ont déterminé que le fort était un buveur d'alcool habituel. Des différences sont également mentionnées dans la conception des cercueils, confirmant que ces personnes ne vivaient pas en même temps. Le deuxième cercueil contenait les restes d'un homme non identifié, dont l'âge est estimé entre 25 et 40 ans. Certains croient que cet homme appartenait à une période différente d'Antohan, qui a suscité la curiosité de nombreux chercheurs qui cherchent à enquêter et à explorer pour identifier les caractéristiques anciennes de l'époque où ces personnes vivaient. Les sphères ont attiré l'attention de la communauté scientifique en raison de sa forme particulière et des rainures obstinées étrangement à sa surface. Bien que certains scientifiques aient suggéré que l'apparence unique de ces sphères pourrait être le résultat de l'accumulation progressive de minéraux dans les éons, l'incertitude persiste concernant leur véritable objectif, leur origine géologique et leur âge exact. Cette énigme archéologique montre la capacité continue des scientifiques à explorer et à faire face à des mystères qui n'ont pas encore été complètement résolus. Malgré les différentes théories proposées au fil des ans, les sphères de Klerksdorp restent une énigme fascinante, nous rappelant combien il reste à découvrir dans les coins les plus anciens et les plus mystérieux de notre passé. La recherche de réponses se poursuit, soulignant l'intrigue et le défi présenté par l'exploration d'objets archéologiques uniques tels que ces sphères énigmatiques. Lorsqu'il n'y a aucune preuve scientifique ou une explication claire, la spéculation sauvage prend le contrôle. Et dans la mystérieuse vallée de Bada, en Indonésie, cette spéculation a donné naissance à des théories surnaturelles. Cette vallée énigmatique abrite des centaines de statues et de mégalithes qui remontent à la préhistoire. Ce qui est drôle, c'est que, bien que dans le passé, c'était une zone densément peuplée, c'est aujourd'hui un petit village isolé, presque inconnu même pour les Indonésiens eux-mêmes. Les statues, sous des formes vaguement humanoïdes, ne portent pas d'inscriptions qui nous disent ce qu'elles représentent. Les dieux,
les gens ou autre chose. Le plus intriguant est que personne n'a réussi à présenter l'origine de ce site, et les théories vont de 1000 à 5000 ans. Les villageois, habitués à vivre avec ces gigantesques figures, ont leur propre légende à leur sujet. Certains croient qu'ils sont des criminels transformés en pierre comme punition, tandis que d'autres disent qu'ils ont des pouvoirs magiques pour protéger la terre des mauvais esprits. Quels secrets cachent vraiment ces statues? Les statues de Sekhmet, originaires du Nouvel Empire d'Égypte, en particulier pendant les 18 et les dynasties plus tard, sont une impressionnante collection de sculptures dédiées à la déesse Léon Sekhmet. Généralement sculptées dans du granit noir, ces figures ont été trouvées dans toute l'Égypte, y compris des lieux emblématiques tels que Thèbes et Karnak, bien que beaucoup aient été transférés de leurs emplacements d'origine par différents dirigeants au fil du temps. Avec environ 2 mètres de haut et un poids approximatif de 2 tonnes, il représente la déesse avec des traits de lion, incarnant la force destructrice du dieu solaire La majorité a été créée sous le règne d'Amnophis III, qui pensait que ces statues pouvaient guérir leurs maladies et attirer la bonne chance. Plus de 600 pièces ont été trouvées, dont beaucoup font partie d'un programme artistique ambitieux promu par ce pharaon. En plus de leur utilisation dans les rituels religieux pour obtenir la protection et la guérison, ils ont également été utilisés comme cartes célestes lors des festivités du jubilé. Les sculptures, qu'elles soient debout ou assises, montrent Sekhmet avec une robe serrée sur le corps, souvent ornée d'un disque solaire et d'un cobra, Uréo, sur la tête. Les détails finement sculptés, ainsi que les inscriptions et les titres, offrent une vision précieuse de la religion, de l'art et du véritable pouvoir dans l'Égypte ancienne. À l'été 2019, un fermier du nom de Tom Giddens labourait son champ dans le comté de Samson, en Caroline du Nord, lorsque sa charrue a frappé quelque chose de solide. En descendant pour voir ce que c'était, il a trouvé une sculpture en pierre en forme de visage, assez érodée et usée. Bien qu'il n'ait pas été un expert sur le sujet, il a compris que cela pourrait avoir une valeur historique importante. Il a donc décidé de contacter des spécialistes. Cependant, les experts n'ont pas non plus identifié leur origine ou leur ancienneté avec certitude, et jusqu'à aujourd'hui, il reste un mystère. La sculpture mesure près de 60 cm de large, d'une oreille à l'autre, et à environ 90 cm du haut de la tête jusqu'au menton. Ce qui complique encore sa datation, c'est qu'elle est faite de grès, un matériau doux qui se porte facilement, ce qui rend difficile de savoir s'il a été sculpté 100 ans ou plus d'un millier. Si leur design était reconnaissable, les archéologues pourraient mieux estimer leur origine, mais il n'y a pas d'enregistrement de quelque chose de similaire en Caroline du Nord ou dans ses environs. Certains spéculent même que cela pourrait être une vieille falsification. Au Danemark, l'Indolm HJE peut simplement sembler un cercle de pierre, mais c'est bien plus que cela. Ce champ avec des roches pointues forme non seulement des cercles, mais aussi des lignes et d'autres figures qui suscitent la curiosité. Bien que beaucoup pensent que les vieux cercles de pierre étaient des calendriers, ce site est en fait un énorme cimetière viking, où plus de 700 corps reposent encore. Les premières tombes ont été fabriquées au IVe siècle, bien avant le début officiel de l'ère viking, et l'utilisation du lieu a augmenté pendant cette période, jusqu'à ce qu'il cesse soudainement d'être utilisé au Xe siècle, sans savoir exactement pourquoi. De la colline où il est situé, vous pouvez voir la ville d'Alborg, bien qu'à ce moment-là, ce n'était qu'un champ ouvert. Les formations de pierre semblent parfois représenter de longs navires, avec des rochers tranchants aux extrémités, et il y a des indications de gros feux de joie. Cela suggère que ces pierres auraient pu remplacer les vrais navires dans les rituels funéraires de Vikingos. Aux États-Unis, il y a beaucoup de plages, mais pas comme Papakléa, sur la grande île d'Hawaï. Il est unique dans le pays d'avoir du sable vert. Cependant, la couleur n'est pas la seule chose spéciale. Le sable est composé d'un minéral semi-précieux. Il y a très peu de plages comme celle-ci dans le monde entier, et son origine est due à une combinaison très spécifique de processus géologiques et chimiques. Pendant des milliers d'années, le volcan Mauna Loa a eu de multiples éruptions qui formaient un grand cône de scorie, qui a donné naissance à une petite baille. Ces éruptions ont apporté à la surface minérale qui resterait normalement profondément de la Terre.
L'un de ces minéraux est l'olivine, un silicate qui donne le ton vert caractéristique à la plage. Alors que les cendres et le verre volcanique ont été traînés par la mer, les fragments d'olivina, étant plus denses, ont résisté à l'érosion. Comme il y a eu des éruptions au cours des 10 000 dernières années, le matériel s'est bien installé, donnant naissance à cette plage si particulière de rester. Notre prochaine constatation nous emmène à Conall, en Angleterre, où un navire de boue datant de l'âge du bronze a été découvert. Bien que les artefacts de ce type soient communs en Angleterre, ce qui rend ce navire de 4000 ans spécial est qu'il n'est pas vide. On pense qu'il contient des restes humains, ce qui suggère qu'il pourrait s'agir d'une crémation et d'un enterrement intact. Le navire a été trouvé avec d'autres objets de l'âge du bronze, tels que des outils de silex et des fragments de céramique, dans un endroit appelé Anderbarrow, situé au milieu d'un champ agricole. Heureusement, le monticule où il a été enterré n'a jamais été endommagé par la charrue de toutes ces années, ce que les archéologues ont décrit comme un sort extraordinaire. Cependant, on ne sait pas encore pourquoi les gens qui vivaient à Conall pendant l'âge du bronze ont enterré leurs morts dans des tumuli, et la raison ne sera peut-être jamais découverte. Le sol acide de cette région a détruit de nombreuses sépultures et artefacts avant qu'ils puissent être trouvés, ce qui rend cette découverte encore plus exceptionnelle. Tous les anciens guerriers n'ont pas quitté le champ de bataille avec leur casque à la main. Certains ont été laissés pour compte, soit par accident, soit dans le cadre d'un enterrement. Cependant, ce casque en bronze grec est particulièrement remarquable. Il a entre 2000 et 2500 ans et a été découvert dans le district russe de Taman, un endroit inattendu pour la conclusion de ce type. Le seul casque similaire trouvé sur le territoire de l'ancienne Union soviétique est apparu au XIXe siècle près de Kiev. Ce casque de style corinthien ne ressemble à rien de découvert auparavant dans la région nord de la mer Noire. Bien qu'il soit représenté dans les navires grecs et dans la statue d'Athéna, trouver de vrais spécimens dans le monde est extrêmement rare. Il y a un débat sur la question de savoir si ces casques ont été utilisés au combat ou à des fins de cérémonie. Leur conception du cube a gravement entravé la vision et le mouvement de ceux qui les ont utilisés. Les emplacements des yeux étroits ont rendu impossible de regarder sur les côtés, forçant le porteur à affronter l'ennemi devant s'il était utilisé au combat. Beaucoup d'entre vous connaissent sûrement la célèbre légende de l'épée dans la pierre, liée à l'histoire du roi Arthur d'Angleterre. Mais savait-il qu'il y a une autre épée dans la pierre et n'est pas en Angleterre? En fait, il est situé à Monichanel, à Justino, en Italie. Et voici le plus surprenant. Au lieu d'attendre le roi légitime pour l'étrange, cette épée a été clouée à travers la pierre par un saint. Ce saint, Galgano Guidotti, est né près de Chudino en 1148. Il était un gentleman riche, mais après sa conversion au christianisme, il a tout quitté et a pris sa retraite comme ermite. Selon la légende, un jour l'archange Miguel lui est apparu et lui a ordonné de renoncer à toutes ses richesses. Galgano, incrédule, a répondu que c'était aussi impossible que de clouer une épée dans une pierre. Mais ce qu'il a fait plus tard a remis en question toute la logique. Il a cloué une épée dans un rocher, et pour son étonnement, l'épée a traversé la pierre et était coincée. Il est décédé en 1185 et un an plus tard. Il a été déclaré saint par le pape Lucio III. La chapelle Moni a été construite autour de l'épée et de la roche, et les tests ont confirmé que l'épée est du XIIe siècle. Alors, qui peut s'assurer que cette histoire n'est rien de plus qu'une vérité cachée fascinante? Maintenant, l'histoire des codices Jordan est encore plus intrigante. On dit que ces livres principaux ont été trouvés profondément dans une grotte en Jordanie en mars 2011. Ce qui est étonnant, c'est que les pages métalliques contiennent des inscriptions liées à Kabbale, une ancienne école de mysticisme juif. Après un an d'enquête exhaustive, de nombreux experts, y compris ceux de la BBC, les ont jetés comme falsifications. Cependant, 4 ans plus tard, l'université de Sussex au Royaume-Uni a découvert que l'avance utilisée était d'une ancienne ancienneté, bien qu'ils ne puissent pas déterminer avec précision l'âge des inscriptions. Depuis lors, personne ne s'est convenu de savoir si ces codex sont authentiques ou une falsification élaborée.
Les pages ont 2000 ans, tout comme les fragments de cuir qui les unissent, mais les inscriptions sont pleines d'erreurs et sont incohérentes. Cela a conduit certains à spéculer que quelqu'un aurait pu trouver un vieux livre, et pour le rendre plus fascinant, il l'a orné de fausses inscriptions religieuses. Cependant, d'autres défendent que ce qui est écrit dans les codices est dans un code caché, et c'est pourquoi cela ne semble avoir aucun sens. Quel secret se cache vraiment? Ce mystère ne semble pas avoir de solution en vue. Un Gradlebook, Beltbook est, en substance, ce que son nom suggère, un petit livre lié à la taille avec une ceinture. Bien que cela semble une petite idée pratique, c'était une façon étonnamment populaire de transporter des livres au Moyen Âge en Europe. Ces livres étaient autrefois des textes de dévotion, tels que psalteries ou des livres de prière, conçus pour un usage personnel. Au début, les livres de ceinture étaient simplement pratiques et les ordinateurs portables, permettant à ceux qui les portent toujours. Cependant, au fil du temps, certains sont devenus des œuvres d'art, décorés de designs complexes et de matériaux précieux tels que l'or ou l'ivoire. Actes de parchemin, leur petite taille leur donnait des favoris des éditeurs, car ils avaient besoin de moins de matériel pour les produire. L'utilisation de ces livres a diminué au XVIe siècle, lorsque les livres liés sont devenus populaires, mais le concept d'un livre portable a continué, évoluant pour devenir ce que nous savons aujourd'hui comme le livre de poche. De nos jours, les quelques spécimens survivants sont extrêmement rares et très convoités par les collectionneurs et les musées. Un champ de bataille est un bon endroit pour rechercher des trésors enterrés, mais le problème est que la plupart des vieux champs de bataille ont déjà été identifiés et fouillés. Cependant, ce n'est pas toujours le cas. En 2017, un champ de bataille de Lerming a été découvert, il y a environ 370 ans, en Chine. À ce jour, le site a révélé plus de 10 000 articles. Les experts étudient toujours les objets trouvés, mais l'une des découvertes les plus excitantes est un rare sceau impérial doré. On pense qu'il aurait pu appartenir à l'héritier apparent de l'un des anciens empereurs chinois. Le sceau a été trouvé dans un site historique à Suiyu et date d'une période turbulente de l'histoire de la Chine, lorsque la dynastie Ming est tombée et la dynastie Qing rose. Le sceau est un rectangle doré de 10 par 3 cm, décoré d'une tortue en haut, et est probablement le seul jamais créé. On pense même qu'il aurait pu tomber à Sansin, le chef rebelle connu sous le nom de El Tigre Amarillo, qui a mené le soulèvement contre l'Empire Ming. En 2018, Matthew et Moria Kalana, de Staten Island, New York, ont fait une découverte surprenante dans leur arrière-cour. Pendant des années, le couple avait vu une boîte en métal sous certains arbres, en supposant que ce n'était qu'une vieille boîte électrique et n'a jamais fait attention. Ce n'est que lorsqu'un cerf a endommagé les plantes autour qu'ils ont décidé de faire du jardinage et d'inspecter la boîte oxydée. À sa grande surprise, ce n'était pas une boîte électrique, mais un coffre-fort. La curiosité les a envahis et l'ouvraient, sans imaginer ce qu'ils trouveraient à l'intérieur. Normalement, les coffres-forts sont conçus pour protéger les objets précieux, mais il est rare que l'on soit jeté de trésors encore à l'intérieur. Cependant, le Kalana a donné dans l'ongle. Le coffre-fort était plein d'argent, de bijoux et d'autres objets de valeur, avec une valeur approximative de 52 000 $. Cela comprenait 300 $ en espèces sans dommage. Avec des objets de valeur, ils ont trouvé un morceau de papier avec une direction. Ils ont suivi la direction à un voisin qui avait été volé il y a des années. Le vol avait eu lieu la nuit après Noël en 2011 et le coffre-fort avait été volé, mais ne s'est jamais rétabli. Sans réfléchir à deux fois, le Kalana a rendu le trésor à leur voisin, qui a récupéré leurs objets de valeur perdus il y a longtemps. En 2015, Luke Owen, un fermier, a fait une découverte remarquable tout en installant un câble électrique dans sa grange. Sous terre, il a découvert un sol mosaïque qui indiquait la présence de quelque chose de beaucoup plus important enterré sous. Intrigué, continué à fouiller et à déterrer ce qui s'est avéré être une villa romaine extraordinairement bien conservée, dans son arrière-cour. Reconnaissant l'importance historique de sa conclusion, Luke a contacté des archéologues.
qui a abouti à une excavation étendue qui a révélé une villa qui date de l'apogée de l'Empire romain, entre 175 et 220 après le Christ. Cette ville n'était pas une villa, c'est l'un des plus grands et des meilleurs conservés en Grande-Bretagne. Au cours des 80 jours d'excavation, les archéologues ont déniché un trésor d'artefacts qui éclaire les habitants de la ville et son mode de vie. Parmi les découvertes figuraient des sols mosaïques complexes et colorés, des pièces romaines anciennes qui représentaient les empereurs et les symboles de l'époque, des céramiques magnifiquement élaborées et des bijoux exquis qui parlaient de la richesse et de la sophistication. L'une des découvertes les plus intrigantes était un petit sarcophage qui contiendrait les restes d'un enfant, ajoutant une dimension émouvante à l'histoire de la ville. La présence de chauffage radieux des sols et des cours larges suggère que cette ville était habitée par une famille romaine riche et influente, peut-être liée à la gouvernance locale ou au commerce. Nos ancêtres avaient diverses traditions funéraires qui reflétaient leurs croyances et leur statut social. Par exemple, dans l'Égypte ancienne, les nobles ont été honorés de tombes et de sarcophagies élaborées, tandis que les paysans ont souvent reçu un enterrement plus simple. En Chine, au cours du 1er siècle avant JC, ceux qui ont une grande richesse pourraient être enterrés avec du jade de tissu de jade funéraire avec des fils d'or et d'argent, montrant ainsi leur statut, même dans la mort. Ces costumes, découverts par les archéologues en 1968, appartenaient au prince Lien et à la princesse Danan de la dynastie Han. Son élaboration a nécessité des années de travail par des artisans habiles. Bien que le jade, étant un matériau poreux, ne conservait pas les restes dans les costumes. La nécropole de Saqqara, en Égypte, est énorme et également l'un des sites archéologiques les plus actifs du monde, et il est probable qu'il continuera de l'être pendant de nombreuses années. C'est un lieu de travail, mais des parties de cet endroit sont ouvertes au public. En septembre 2018, le tombeau de MEU a rejoint ce numéro. Pour la première fois, le retard entre la découverte de la tombe et son ouverture aux visiteurs a été long. La tombe a été trouvée en 1940. Meu n'était pas un pharaon, mais un vizir qui a servi dans la cour des Pépi de la 6e dynastie, qui a vécu il y a 4300 ans. En tant que tel, Meu aurait eu un grand pouvoir et une grande influence, ce qui explique en partie pourquoi sa tombe est si grande. Il est énorme et est dans une position prestigieuse, non loin de la pyramide de José. Sur les murs de la tombe, les nombreux titres que Meu avait, pas moins de 48 ans, y compris les jurés et la rédaction des documents réels, sont enregistrés. De plus, un autre enregistrement fait référence au gentil Amen, une divinité qui était un précurseur d'Osiris. Il s'agit de la première preuve que gentil Amen était adoré dans le delta du Nil, ainsi qu'en Alto en Égypte. En avril 2018, lors des travaux d'entretien du temple comme Ombo, à Asuan, en Égypte, les archéologues ont trouvé une conclusion remarquable. Une sculpture en marbre représentant le chef de l'empereur romain Marco Aurelio. Le travail montre l'empereur avec sa barbe caractéristique et ses cheveux bouclés, composé des représentations de l'époque. Marco Aurelio, qui a régné au IIe siècle, n'était pas seulement un empereur exceptionnel, mais aussi un philosophe et écrivain reconnu. Bien que les statues des empereurs romains soient courants en Italie, trouver un de ce type en Égypte est quelque chose d'exceptionnel. La tête de marbre est endommagée et les experts pensent qu'il faisait à l'origine partie d'une statue de taille naturelle. Il y a des théories selon lesquelles il a été délibérément décapité comme un acte de défi politique ou culturel. Une autre possibilité est qu'elle a été jetée dans un puits comme offrande votive. Bien que les vraies circonstances de son destin ne soient probablement jamais connues, cette découverte illustre l'intersection riche des cultures romaines et égyptiennes dans les temps anciens. Le casque d'Aton, nommé par le site où il a été trouvé, en 2000, a été trouvé sur un site près d'Aton, dans le Lindshire. Ce casque romain, en fer et décoré d'or de pin d'or sur ses bords, était un casque de parade et de cérémonie, initialement recouvert d'argent. Après une décennie de conservation et de restauration méticuleuse, le casque a été présenté au public dans un musée britannique. Quand il a été découvert, il était en morceaux et recouvert d'oxyde, mais aujourd'hui, il a l'air complètement restauré.
compte tenu de la sophistication de leur conception, les experts pensent qu'il était plus adapté aux cérémonies ou aux défilés que pour le champ de bataille. Cependant, il est également émis l'hypothèse qu'elle aurait pu être utilisée par les Britanniques qui ont combattu avec les Romains lors de la conquête de la Grande-Bretagne, ce qui suggère qu'il pourrait appartenir à quelqu'un considéré comme un traître en son temps. L'album de Festo est un ancien appareil qui soulève une énigme fascinante du passé lointain. Découvert dans les ruines du palais minoique de Festo, sur l'île de Crète, cet album est orné d'une série de symboles mystérieux qui ont dérouté des érudits depuis des décennies. Son but et son sens n'ont pas encore été clairement interprétés, car les efforts pour déchiffrer les symboles n'ont pas produit de conclusion définitive. Les symboles de disque de Festo sont organisés en spirale, et leur signification exacte reste le sujet du débat. Plusieurs théories ont émergé sur les fonctions possibles de l'album. Certains chercheurs proposent qu'il pourrait représenter un formulaire d'écriture précoce, peut-être utilisé pour enregistrer des informations importantes ou transmettre des messages. D'autres suggèrent qu'il pourrait s'agir d'un artefact religieux ou rituel avec un but cérémoniel au sein de la société minoenne. Il a également été supposé que l'album peut avoir été utilisé comme une forme de divertissement ou un jeu, similaire aux anciens jeux de société. L'album de Festo reste l'une des reliques les plus intrigantes de la civilisation minoenne, reflétant sa sophistication intellectuelle et culturelle. Leurs symboles non décorés continuent de captiver les historiens et les archéologues, qui sont attirés par la nature énigmatique de l'artefact. Cet album sert de puissant rappel des limites de notre compréhension et du potentiel des découvertes futures sur les cultures anciennes, en plus de souligner la complexité des premières civilisations et d'inspirer l'exploration continue des mystères de l'histoire humaine, offrant un aperçu d'un passé qui reste partiellement caché par le temps. Astrolabio. Astrolabio est un instrument ingénieux du monde antique qui a permis aux astronomes de naviguer dans le ciel nocturne et de mesurer les positions célestes avec une précision remarquable. Développé par des érudits grecs, Astrolabio est un modèle sophistiqué de l'univers. Il se compose d'un disque circulaire, généralement fait de bronze ou d'autres métaux, méticuleusement enregistré avec des marques, des échelles et des mesures célestes. Cet album représente une version à l'échelle de la sphère céleste, avec le terrain positionné dans son centre. Astrolabio était un outil polyvalent utilisé par les astronomes, les navigateurs et les mathématiques à travers l'histoire pour déterminer la position des étoiles, suivre les mouvements planétaires et prédire les événements astronomiques. Sa conception a permis aux utilisateurs de faire des observations et des calculs précis en fonction des positions des corps célestes. Au fil du temps, l'astrolabio a connu une évolution significative, incorporant des progrès à partir de diverses cultures. Pendant l'âge de l'or islamique, il est devenu un instrument essentiel pour l'exploration scientifique, reflétant la soif insatiable pour la connaissance du cosmos. Aujourd'hui, bien que la technologie moderne offre des méthodes plus avancées pour étudier l'univers, l'astrolabio reste un symbole des premiers progrès scientifiques. Son héritage perdure comme un témoignage de la curiosité humaine et de la recherche continue pour explorer et comprendre l'univers, se souvenant des progrès extraordinaires réalisés en astronomie grâce à ces instruments primitifs. La ville d'Arwad est également sur une île appelée Arwad, en mer Méditerranée. C'est la seule île habitée dans la région et abrite également un mur qui a été décrit comme une véritable merveille de l'ingénierie ancienne. Ceci est l'ancien mur mégalithique d'Arwad, également connu sous le nom de mur Aridus et le mur de Ruad. Aujourd'hui, il n'en reste plus grand-chose, mais des preuves archéologiques suggèrent qu'il y a des milliers d'années, le mur a entouré toute l'île, qui appartient aujourd'hui à la Syrie. L'histoire de l'île est incertaine et enveloppée dans le mystère, mais les archéologues affirment que les preuves suggèrent qu'elle a été réglée par les Phéniciens il y a environ 4000 ans, après quoi il est devenu un royaume indépendant appelé Arvad ou Aridus. À un moment donné, c'était la seule république du Levant gouvernée par son propre peuple au lieu d'un monarque. Le mur était et reste un exemple incroyable d'architecture cyclopéenne, mais nous n'avons aucune idée de la façon dont il a été construit. Faire et transporter les pierres aurait dû être difficile, mais les empiler de cette manière devait être impossible pour les personnes de cette époque.
En continuant avec la question des réalisations technologiques anciennes sculptées dans la pierre, nous avons le Galangareya, également connu sous le nom du Tama. C'est un temple massif sculpté dans une roche dédiée au Bouddha et est situé dans la vieille ville de Polonnaruwa, Sri Lanka. Les dossiers historiques indiquent qu'il a été sculpté sous le règne de Parakramabahu Ier, au XIIe siècle. Au cœur de cette énorme création, qui est à la fois un lieu de culte et une œuvre d'art, il y a 4 statues dans le soulagement du Bouddha directement sculptées sur le visage d'un rocher de granit. Le temple a également une grotte artificielle dans laquelle il y a une statue d'une grande figure assise, dont l'identité est inconnue. Il y a aussi une figure plus petite et une figure inclinée, toutes 2 inconnues, mais elles ne sont pas censées représenter le Bouddha. Cependant, il est considéré qu'ils sont les meilleurs exemples survivants de sculptures anciennes au monde. Parakramabahu, le premier a convoqué une fois une congrégation de moines à cet endroit pour purifier le sacerdoce bouddhiste, après quoi il a écrit un nouveau code de conduite pour tous. Tout cela est enregistré dans des inscriptions qui peuvent toujours être lues sur le site. En parlant de grands monolithes, jetons un coup d'œil à la pierre occidentale. Il y a un indice sur son emplacement et son nom. C'est un bloc de pierre de Ladas qui forme un élément clé du niveau inférieur du mur ouest de Jérusalem. C'est la plus grande pierre du tunnel mural ouest et également l'un des plus grands blocs de construction de toute description du monde. La face exposée de la pierre occidentale mesure 13,4 mètres de long et 3,4 mètres de haut. Il est impossible de déterminer son large ou sa profondeur car il est enterré dans le mur. Une étude menée en 2006 a suggéré qu'elle pourrait avoir une profondeur de 2,4 mètres, mais ces résultats ne peuvent pas être vérifiés. Si la mesure projetée est correcte, la pierre doit peser environ 300 tonnes. Il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas sur le mur occidental et les pierres qui ont été coupées pour la construire. Mais il est juste de supposer qu'il a été créé à l'époque hérodienne, ce qui le ferait un peu plus de 2000 ans. Découvrir plus sur lui est presque impossible en raison de normes strictes qui régissent l'activité archéologique dans et autour du mur. Nous pourrions passer le reste de cette vidéo à parler des mystères de la technologie de l'Égypte ancienne, mais nous voulons nous concentrer sur un seul exemple. Si vous suivez le Nil en direction du sud de l'Égypte, vous finirez par atteindre une île appelée l'île Elfantina. Presque toute l'île est un site archéologique actif. Mais la structure la plus fascinante et la plus étrange qu'il y a une boîte en pierre en granit solide. Il est symétrique et poli jusqu'à ce que vous obteniez une finition douce. Quiconque a travaillé avec stone sait que le granit est l'un des matériaux les plus difficiles à travailler en raison de sa difficulté. Nous sommes censés croire que les anciens Égyptiens, travaillant il y a plus de 4000 ans, ont sculpté et modélisé cette boîte en n'utilisant rien de plus que les outils à main en bronze que nous savons qu'ils avaient à l'époque à ce moment-là. Le bronze, pour éviter les doutes, est plus doux que le granit. Si vous essayez de couper du granit avec du bronze, le bronze abandonnerait avant le granit. Alors, comment est-il possible que les Égyptiens aient sculpté la mystérieuse boîte en granit de l'île Elfantine? La seule réponse logique semble avoir accès à une forme de technologie plus avancée que nous n'avons aucune connaissance.